Bonjour à tous, bienvenue à ce web café sur le thème du bilan carbone, par où on commence. Nous avons aujourd'hui l'honneur de réunir Charles Deveau, qui est cofondateur d'Andema, et Claire Mercier, qui est chargée de mission biodéchets et économie circulaire, qui vont donc nous présenter ce thème. Je vous invite à couper vos micros ainsi que les vidéos, mais je vois que les vidéos, c'est déjà fait pour la plupart. Euh, Pendant la présentation, vous pourrez utiliser le chat pour poser des questions. Claire ou Charles pourront y répondre en même temps, puisque comme ils sont deux, ils pourront gérer la répartition de cette mission. Et sinon, donc après 20 minutes de présentation, il y aura environ 10 minutes de questions-réponses pendant lesquelles donc, vous pourrez interagir tous ensemble. Charles et Claire, du coup, je vous laisse la parole. Très bien, merci, bonjour à tous. Alors, on a effectivement 20 minutes pour faire une petite présentation sur le bilan carbone. On va se répartir la tâche avec Claire. Et moi, je vais vous parler de bilan carbone et Claire vous parler un peu plus climat et énergie pour justement savoir pourquoi on fait un bilan carbone. Et je vous fais une petite présentation rapide de notre activité, pourquoi on intervient en tant que speaker sur le bilan carbone. On démarre, en fait, c'est une entreprise qui accompagne les collectivités locales et les entreprises dans la mise en place de leurs actions de transition écologique et énergétique à travers trois prismes. Déjà, la sensibilisation au changement climatique, aux contraintes du changement climatique, et donc à la mesure, et donc dans ce cadre-là que on va parler du bilan carbone. Mais également, on travaille sur la mobilisation des équipes internes et les parties prenantes pour trouver des solutions grâce à des méthodes d'analyse et d'innovation collaborative. Et bien sûr, nous faisons des études technico-économiques lors de la construction de feuilles de route qui préservent la valeur ou qui créent de la valeur pour l'entreprise, mais surtout dans le but de réduire l'empreinte environnementale des entreprises. Voilà, pour une petite présentation rapide de notre société. Alors, comme je vous le disais, on va parler aujourd'hui d'énergie-climat, de bilan carbone avec les objectifs du bilan carbone et de la méthodologie bilan carbone. Et donc là, je laisse la main à Claire pour l'énergie et climat. Merci Charles pour cette introduction. Moi, je vais commencer par vous parler de quelques ordres de grandeur autour de l'énergie pour qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est le nerf de la guerre autour des enjeux environnementaux. Donc déjà pour rappel, 1 kWh d'énergie, ça correspond, à quoi ça correspond? 1 kWh d'énergie, ça correspond à plein de choses différentes, mais notamment à faire bouillir 8 litres d'eau, à chauffer pendant 1 heure avec un radiateur de 1000 watts, ou alors à faire 2 km en smart électrique. Donc on se rend compte que c'est important, mais c'est pas non plus énorme. Si on essaie de transposer ça à l'énergie de notre corps, 1 kWh, c'est l'équivalent en énergie mécanique produite en une journée par 20 paires de bras, ou 2 personnes qui marche sur 2000 mètres de dénivelé avec un sac de 10 kg. Donc là, on se rend tout de suite compte de l'effort que ça demanderait à un humain de produire 1 kWh. Et comme vous le savez peut-être, un Français consomme en moyenne 40 000 kWh par an, donc beaucoup de paires de bras. Et évidemment, on n'a pas assez de paires de bras pour avoir toute cette énergie à notre portée, donc on consomme de l'énergie primaire, du pétrole, du gaz, du charbon. Et pour faire le lien avec ce qu'on vient de dire précédemment, euh, ces 40 000 kWh d'énergie correspondent à 330 esclaves énergétiques environ. C'est-à-dire que pour avoir l'équivalent des 40 000 kWh d'énergie, on aurait besoin environ de 330 personnes fictives si on n'avait pas les machines et l'énergie primaire. Donc on se rend compte qu'on a une forte dépendance aux énergies fossiles, notamment au pétrole. Pourquoi? Parce que dans 1 litre de pétrole, il y a beaucoup d'énergie. 1 litre de pétrole contient 10 kWh d'énergie. Donc on se rend compte, comme je viens de le dire, que sans énergie, on ne peut pas fonctionner dans le monde actuel, sauf qu'en fait, ça n'a pas toujours été le cas. Là, on voit qu'il y a une demande croissante d'énergie primaire depuis 1800, donc depuis l'ère industrielle. Et en fait, cette énergie, elle est d'origine fossile à 80%, et c'est aujourd'hui le problème. Puisque les énergies ont un fort impact sur le climat. Je vous apprends rien en disant ça. Là, on voulait vous rappeler qu'en fait, les énergies fossiles, lors de leur combustion, créent du CO2 supplémentaire qui vient dérégler l'effet de serre qui existe sur la Terre.
Et en fait, on se rend compte que l'atmosphère, enfin le CO2 pardon, dans l'atmosphère est extrêmement corrélé à la variation de température. Donc sur cette courbe-là, on voit que les deux courbes donc de CO2 et de température se superposent quasiment. Et là, on voit qu'il y a une très forte augmentation donc, sur la courbe bleue de droite du CO2 dans l'atmosphère. Et on se dit que bah, du coup, la température va aussi certainement augmenter, mais c'est ce qu'on aimerait éviter parce qu'on voit déjà que le dérèglement climatique est bien visible. Et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et donc cette image, elle représente un petit peu ce dont on vient de parler, donc l'augmentation de la température au fil des années. Donc c'est assez joli, je trouve, comme tapisserie, mais en fait, quand on se rend compte de la signification de cette toile que vous connaissez sans doute, c'est un peu effrayant. En fait, en abscisse, on a donc les années, comme vous le voyez, et chaque ligne correspond à l'écart de température par rapport à la moyenne. Donc la moyenne, elle est autour de 1930, là, c'est la ligne la plus claire. Et en fait, cet écart à la moyenne, il est soit en négatif, et donc il correspond à une température plus froide en bleu, soit en positif et correspond à une température plus chaude en rouge. Et on se rend compte que les températures, donc là, s'accélèrent, entre guillemets, enfin, à peu près à partir de 2010, et s'accélèrent de manière assez drastique. Et donc cette accélération, l'objectif, c'est vraiment qu'on essaie de la limiter. Comme vous le savez, les accords de Paris avaient pour objectif de limiter la hausse à 1,5 degré. Le GIEC et donc l'ensemble des scientifiques qui ont contribué à l'écriture de ces synthèses suggèrent et établissent l'importance de limiter le réchauffement pour éviter en fait les impacts néfastes qu'aurait le réchauffement sur nos fonctionnements, sur la biodiversité. Et on se rend compte que si on ne fait rien, les records possibles de température à partir de 2050 seraient énormes, hein. On voit à droite que on pourrait atteindre des températures comme 54,4 degrés dans le nord de la France. Et on rappelle que bah, voilà, aujourd'hui, en Inde, il fait déjà 50 degrés et c'est déjà invivable pour les personnes qui vivent. Il y a déjà des zones qui ne sont plus habitables par l'homme parce qu'il fait trop chaud. Et donc l'objectif, c'est bien que nous, on n'arrive pas à cela. Pour ça, on a un enjeu, c'est diviser nos émissions de CO2 par 6 d'ici à 2050. Aujourd'hui, en 2020, on est environ, enfin, un Français moyen émet environ 11 tonnes de CO2 par an équivalent. Donc, d'ici à 2050, enfin, pour limiter la hausse à 1,5 degré, on doit enfin, arriver à 2 tonnes par an équivalent. Donc ça implique des efforts à l'échelle individuelle, évidemment, mais également à l'échelle collective. Et c'est là où les États et les entreprises entrent en jeu et où il y a un enjeu à ce que tous ces secteurs-là se décarbonent. Notamment pour l'industrie, il y a un enjeu à la décarbonation assez rapide puisque d'ici à 2030, les émissions doivent être divisées presque par deux. Et d'ici à 2050, on doit avoir une empreinte carbone qui diminue de 80%. Pour cela, enfin, pour savoir comment commencer la décarbonation, il est important de savoir d'où viennent les émissions. Donc là, c'est un peu pardon, ce graphe représente. On se rend compte qu'en France et en Europe, l'industrie émet environ 20% des émissions de gaz à effet de serre totales, que les transports est responsable de presque 30%, si je ne me trompe pas, et que tout ce qui concerne le résidentiel tertiaire, les bâtiments, 20%. Donc, on se rend compte que tous ces secteurs-là sont des forts émetteurs et qu'il y a un énorme enjeu à commencer par les décarboner. Et c'est ce dont va vous parler Charles, puisque pour commencer la décarbonation, il est important de quantifier ces émissions et c'est à ça que sert le bilan carbone. Merci Claire. Alors, effectivement, on va parler maintenant de bilan carbone, bilan de gaz à effet de serre, puisque bilan carbone, en fait, c'est un terme déposé, et je vais vous en parler après. Alors, pourquoi faire un bilan carbone? Là, je vous ai fait une liste assez longue. Et ben, en fait, la première chose, c'est quand même de mesurer ces émissions de gaz à effet de serre, savoir de quoi on parle, savoir quelle est la situation dans votre entreprise ou dans votre collectivité locale. C'est la base, c'est la première image, quoi. Ensuite, on a des obligations réglementaires pour certains d'entre vous. Là aussi, je vais vous parler juste après la slide d'après. C'est aussi un enjeu de compétitivité, puisqu'on voit que maintenant, il y a dans la société de plus en plus de personnes et de consommateurs qui sont prêts à payer un peu plus pour acheter des produits green ou plutôt respectueux de l'environnement. Et c'est aussi un enjeu de compétitivité dans le sens où vos propres donneurs d'ordre vont vous demander également d'avoir fait votre bilan carbone, de respecter certains engagements RSE,
Donc, vous serez quelque part obligé de le faire, mais il vaut mieux anticiper pour justement conserver cette compétitivité vis-à-vis de vos concurrents. C'est aussi une histoire d'image de marque, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, les salariés recherchent un certain sens dans leur travail et si jamais les valeurs de l'entreprise ne sont pas en phase avec les propres valeurs des salariés, on peut arriver à un clash. Et donc, on peut avoir des gens qui partent ou on peut avoir du mal à trouver des talents pour sa propre entreprise. Donc là, c'est aussi un enjeu important de montrer qu'on est intéressé par l'avenir de notre planète et mettre en place les actions qui vont bien. Ensuite, les investisseurs sont aussi intéressés par ces enjeux-là, puisque c'est du long terme, et eux, ils sont intéressés par du long terme. Et bien entendu, en termes de coûts sur l'énergie, là, on voit bien qu'avec la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine, les problèmes d'alimentation, les problèmes d'accès aux matières premières, il faut peut-être essayer de trouver des solutions, anticiper au maximum pour soit baisser les coûts, soit trouver d'autres moyens de faire ces produits, ces services avec moins d'aléas et devenir un peu plus résilient. Ça, voilà, pour moi, il y a beaucoup d'intérêt à faire un bilan carbone. Et c'est encore une fois la première image de ce qu'il faut faire. Alors, qui est concerné? Là, je réponds aussi assez facilement. En fait, tout le monde est concerné, et pas uniquement en termes réglementaires. Mais bon, voilà, en termes réglementaires, aujourd'hui, on est contraint à partir de 500 salariés ou 50 000 habitants pour les collectivités territoriales ou 250 agents pour les établissements publics. Et ça, depuis 2010. Si ce n'est pas fait, on a une amende aujourd'hui, je crois, de 10 000 euros. Et ce bilan carbone doit être renouvelé tous les 4 ans pour les entreprises, 3 ans pour les collectivités territoriales. Ensuite, depuis cette année, en fait, les entreprises qui ont bénéficié d'un plan France Relance ont l'obligation de publier un bilan de gaz à effet de serre simplifié dès qu'elles ont plus de 50 salariés. Donc là aussi, l'État a été un peu opportuniste là-dessus, donc quelque part c'est bien, mais ça montre qu'on descend le plancher là, du nombre de salariés pour avoir cette obligation de faire son bilan carbone. Dès 2024, il y a une directive européenne qui est passée en 2021 qui va obliger les entreprises qui respectent deux des trois critères suivants, plus de 250 salariés, 20 millions de bilan ou supérieur à 40 millions de chiffre d'affaires, de réaliser un bilan carbone, mais également de faire de la communication extra-financière et de montrer qu'ils s'intéressent aux enjeux environnementaux et pas seulement sur le papier, mais vraiment dans la vraie vie, puisqu'il y aura des audits indépendants. Et donc ça sera sur des informations de 2023. Donc on prend les informations de 2023 pour les publier en 2024. Donc ça va arriver assez vite. Alors, le bilan carbone, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une méthode française qui a été développée par l'ADEME depuis il y a 20 ans et qui est aujourd'hui administrée par l'association Bilan Carbone, qui fait vivre cet outil, qui l'enrichit tous les ans. Et l'avantage de ce bilan carbone, c'est qu'il va permettre une prise en compte complète de l'ensemble des émissions directes et indirectes des activités d'une organisation. Donc voilà, le but, c'est en trois étapes, c'est mesurer, évaluer, agir. Mesurer, c'est recenser en fait de façon exhaustive les flux liés à l'activité de l'organisation, les flux de personnes, les intrants, ça on va le voir juste après la slide d'après. On va évaluer donc ces flux, on va évaluer les quantités d'émissions de gaz à effet de serre générées par ces flux. Et ensuite, on va donc en faire un diagnostic et trouver des solutions pour agir sur ces émissions et les restreindre au maximum. Petit exemple sur l'évaluation. Donc, pour évaluer, en fait, on récupère les données des flux, donc en kilos, en kilomètres, et on va les multiplier par des facteurs d'émission qui correspondent à des quantités d'émissions de CO2 par unité, par unité calculée. Et on obtient des émissions de gaz à effet de serre. Donc, par exemple, si vous aviez 1 tonne d'aluminium dans votre production annuelle, vous avez besoin de cette matière première
eh ben, vous devez multiplier par 7,8 tonnes de CO2, qui est le facteur d'émission de l'aluminium, ce qui vous donne donc facilement 7,8 tonnes de CO2 pour vos intrants. Sachez quand même que si vous voulez utiliser de l'aluminium recyclé, bah là, le facteur d'émission est beaucoup plus faible, puisqu'on passe à 562 kg de CO2. Donc après, la vérité entre les deux, c'est-à-dire qu'on prend soit une tonne d'aluminium neuf, soit on fait un mix avec du recyclé, et on arrive à descendre comme ça son, euh, ses émissions, enfin, ses émissions sur l'aluminium. C'est un premier exemple. Et donc, quand on parle de flux, eh ben, on parle surtout du scope. Et le scope du bilan carbone, l'avantage, c'est que c'est un seul scope, c'est-à-dire que l'ensemble des activités de l'entreprise. Et, pardon. Euh, Généralement, on parle de scope 1, 2 et 3. 1 et 2 sont les scopes qui sont dans le bilan de gaz simplifié réglementaire. Ça correspond simplement à la transformation dans votre entreprise et l'utilisation de l'énergie que vous achetez directement au producteur EDF ou Engie. Et voilà, ça c'est le scope 1 et 2. En revanche, on sait que ce scope est un peu limité puisque on sait que le cœur de l'usine représente moins de 5% de l'empreinte environnementale d'une entreprise. Et donc, bah, tout le reste est sur le scope 3 ou scope enfin, aval ou amont, suivant les différentes industries. Alors, quand on parle de flux, eh ben, il faut savoir qu'il faut s'intéresser à tous les flux. Les flux de matière, intrants dans votre production, donc aller chercher l'aluminium, le fer, etc., lors de leur production, donc assez loin en amont. Euh, on va regarder aussi le transport, donc le fret amont qui va vous permettre d'obtenir ces matières premières ou produits manufacturés, hein, tout simplement de vos producteurs étrangers. On va s'intéresser aussi au flux de personnes, de vos salariés, mais également de vos visiteurs ou des clients, un peu plus compliqué à gérer la partie clientèle. Également tous les produits qui vous ont servi à fabriquer vos produits, donc tout ce qui est mobilisation, tout ce qui vous permet d'avoir une activité, tout simplement. Et après, on a le scope 3 aval, où là, on va s'intéresser plus à la partie utilisation de vos produits. Et donc, on va vous imputer toute l'énergie qui est nécessaire pour faire marcher vos produits durant toute la durée de vie de vos produits. Donc, pour une voiture, ça va être l'essence sur 12-15 ans. Combien de litres on met d'essence par an et donc sur ce que ça fait sur 12 ans ou 20 ans. Si c'est une climatisation, on va comptabiliser l'électricité sur la durée de vie du produit. Et ensuite, on va aussi s'intéresser à la fin de vie de ces produits, c'est-à-dire on va dire que tout ce qui a été produit dans l'année va euh, va vous être imputé également en tant que déchet, puisque on s'intéresse à une période de temps. Donc, ce que vous produisez dans l'année, finalement, est considéré comme jeté également dans l'année. Voilà, et là, de cette manière-là, on a un scope complet et on s'intéresse vraiment à tous les impacts de votre entreprise. Voilà, et tout à l'heure, je disais que certaines industries étaient plus scope 3 aval ou scope 3 amont. Industrie automobile, bah, il y aura plus d'impact sur le scope 3 aval à cause de l'utilisation des voitures et de l'utilisation des énergies fossiles. Donc, il y a 70% qui est du poids qui est sur le scope 3 aval. Pour l'industrie agroalimentaire, c'est plutôt l'inverse en amont. Et pour les industries extractives, eux, c'est du procédé pour aller extraire des minerais. Et donc là, c'est plutôt dans leur scope 1 et 2. Alors, l'idée du bilan carbone, surtout le premier, c'est d'avoir une première image. Cette première image ne sera pas forcément exacte, et c'est très difficile d'être exact parce qu'il y a énormément de flux. Et ces flux, on ne va pas pouvoir tous les mesurer correctement. On va devoir utiliser des sources de données plus ou moins fiables. Donc, on va créer de l'incertitude. Et ça, c'est totalement normal dans un bilan carbone de gérer l'incertitude, puisqu'on va avoir des données moyennes, des données extrapolées, avec des données réelles, des données qui viennent de compteurs directement EDF ou de gaz ou de véhicules.
qu'on va multiplier par des ratios monétaires qui là sont assez flous parce que c'est des mix d'études ou par des facteurs d'émission qui viennent de la base carbone de bonne facture, mais quand même, c'est quand même des moyennes entre différentes entreprises, différents produits. Donc, ça peut être, c'est pas aussi certain que si on faisait une analyse de cycle de vie sur un produit ou une matière spécifique. Voilà, donc, faut pas s'attendre à quelque chose de totalement exact. En revanche, ça va nous permettre d'avoir des masses et après de pouvoir agir sur ces masses et se donner des objectifs de réduction. Et donc, une bonne préparation de projet permet d'avoir un bon bilan, un bon projet carbone. Et donc, on va commencer déjà par définir le périmètre opérationnel. Est-ce qu'on veut faire un scope 1, 2 pour faire du réglementaire ou 3? Et même dans ce 3, est-ce qu'on est capable d'aller jusqu'au bout, jusqu'à l'extraction finalement des matières? Donc là, il faudra prendre des hypothèses et surtout limiter le périmètre parce que en fait, on peut creuser, creuser, creuser. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est pas forcément très pertinent et c'est peut-être trop chronophage et donc trop coûteux. Donc, on va bien définir ça. Au niveau temporel également, un bilan carbone, généralement, c'est fait sur un an, sur l'année comptable précédente. Ça peut être également sur un événement qui dure plus longtemps ou moins longtemps également, dans l'événementiel, par exemple. En termes d'organisation, on va aussi s'attacher à savoir si on veut faire toute l'entreprise. Si vous avez plusieurs filiales, est-ce qu'on prend toutes les filiales d'un coup, on les met toutes ensemble, ou on fait petit à petit, on commence par les grosses entreprises, grosses filiales, après on rajoute le siège ou on rajoute une autre filiale. Voilà, on peut gérer le bilan carbone de manière organisationnelle. Il faut juste être sûr au début de ce qu'on veut faire. Et bien sûr, en termes d'équipe, là, il faut un pilote dans l'entreprise pour aller faire le lien avec les différents services, aller récupérer la donnée, aller également sensibiliser ses collègues à la démarche de bilan carbone. Et on a besoin d'une équipe assez large puisqu'on va avoir besoin de toutes les informations quasiment de l'entreprise, informations d'activité. Donc, on va avoir de l'ARH pour les déplacements, on va avoir euh, les intrants, donc les achats, la logistique pour le fret, etc. Donc, énormément de contacts au sein de l'entreprise. En termes de résultats, vous allez obtenir des barres graphes et des camemberts qui vont vous montrer où se trouve le poids de vos émissions. Ce qui est important ici, c'est surtout pour moi, c'est surtout le camembert, pour savoir vraiment quels sont les poids, et ensuite se donner des objectifs de réduction de ces différents poids. Euh, donc, si on a beaucoup d'intrants, on va voir comment on peut réduire le poids de ces matières, enfin le poids des émissions de ces matières. Là, vous voyez sur le bar graphe ici, on a les déplacements, ce qui correspond en fait au déplacement des clients. Donc voilà, comment on peut faire pour trouver un autre système. Et donc à partir de ces résultats, on va proposer et on va définir ensemble au sein des entreprises, de manière collaborative, quelles actions on peut mettre en place. Et on va essayer de trouver des actions court terme et long terme, moyen terme, euh, et on va trouver un équilibre d'actions qui vont permettre d'initier une démarche avec des actions immédiates, mais avec un faible impact environnemental, mais qui sont pas chères et facilement, enfin pas chères, plus ou moins chères, qui seront facilement mises en œuvre. Avec des actions prioritaires où là déjà on a un impact plus important, mais ça demande un peu plus d'efforts. Et puis des actions stratégiques où là on souhaite éventuellement changer euh, l'intégralité de l'entreprise, une remise à plat complète, un changement de modèle économique. Voilà. Vraiment avoir un vrai envie de transformation pour avoir un impact vraiment important sur son empreinte carbone. Voilà, donc après tout ça, en fait, il faut passer à l'action et plus on agit, et ben moins on subit. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. Euh, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, on pourra en discuter et aborder un peu plus ce sujet-là. Merci beaucoup, Charles et Claire. Je ne sais pas si parmi les participants, vous avez des questions. N'hésitez pas à réouvrir vos micros pour les poser.
ou à écrire dans le chat, comme vous le souhaitez. Je sais pas si on m'entend, là. Oui, Oui, assez faiblement. D'accord. Ouais, je vais essayer de. Florian, c'est toi qui... Eh, c'est moi. Ok. Donc, Florian Thérault, je suis chargé de projet au pôle MC2. J'avais une question, c'est si sur le scope 3 en aval, quand on calcule le bilan carbone, en fait, on prenait en compte le fait que le secteur faisait partie de REP ou pas. Je sais pas si j'ai été clair. Le secteur faisait partie de REP. Là, Les REP, en fait, enfin, depuis la loi, enfin, ça date il y a longtemps, de 92, il me semble. Mais les REP, c'est donc c'est la responsabilité fédération. étendue du producteur, hein. Ouais, tout à fait. Euh, Parce que, en fait, du coup, ça gère aussi la fin de vie du produit. alors, dans les REP, en fait, la fin de vie du produit, tout simplement, là, c'est une taxe que paye le producteur pour mettre en place des filières de recyclage. Euh, mais on sait aujourd'hui que le recyclage est fait que très partiellement et une collecte partielle et un recyclage partiel. Donc, en fait, le bilan carbone, il ne prend pas du tout en compte ça. Il prend vraiment en compte la production de l'année, par exemple, et il affecte des poids sur cette production et considère que ça sera à la fin un déchet. Un déchet qui sera soit recyclé, soit en partie recyclé, soit enfoui, soit brûlé. D'accord. Voilà. Merci. Alors, il y a une question dans le chat, Nicolas de Beneteau, je crois. Est-ce que des compétences sont appréciées pour faire un bilan carbone complet? Alors, alors, des compétences, il faut avoir été formé à la méthode bilan carbone. Euh, alors, il y a deux niveaux pour le bilan carbone. Il y a un niveau interne et un niveau maîtrise pour pouvoir vendre des prestations et pouvoir accompagner des clients. Donc il y a des formations qui sont faites là-dessus et des formations et puis des outils nécessaires pour faire pour faire ces bilans carbone. Voilà, je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Alors, donc Nicolas, j'espère que j'ai répondu à ta question. Tu me diras dans le chat. Oui, c'est bon, merci. Après, peut-on imaginer la réalisation d'un scope 3 partiel, périmètre opérationnel, conseillez-vous, pour une entreprise de se faire accompagner par un externe? Alors, bah, oui, moi je conseille d'être accompagné par un externe. Ça permet de porter la parole plus facilement à l'intérieur de l'entreprise et puis on a une certaine expérience sur la sensibilisation, sur le calcul des indicateurs, savoir qu'est-ce qu'il faut creuser ou pas creuser puisque, comme je disais tout à l'heure, il y a des informations qu'on ne va pas pouvoir récupérer très facilement et le poids de ces postes est finalement assez faible par rapport à l'ensemble, donc on va passer un peu moins de temps. Euh, et alors, un périmètre opérationnel, en fait, en scope 3, ce que je disais tout à l'heure, c'est on peut le faire en partiel, tout à fait. Ce qu'il faut, c'est être assez transparent, c'est-à-dire que quand on fait un scope 3 partiel, on l'indique que c'est un scope 3 partiel, on indique quelle partie on a omis de calculer ou de recenser pour que les prochains bilans carbone soient également sur la même ligne. Il faut à chaque fois qu'on reste cohérent sur la comparaison des scopes 3, puisque, comme je le dis, l'idée c'est d'agir et de se fixer des objectifs pour réduire son impact, soit en valeur, soit en pourcentage. Et si le périmètre change d'une année sur l'autre, ça sera compliqué. C'est faisable, il faudra recalculer des choses différentes, mais c'est faisable. Euh, voilà. Après, le scope 3, encore une fois, il faut qu'il soit bien défini. Si vous oblitérez 90% du scope 3, c'est bon, c'est un peu dommage. Il faut quand même que ça soit assez significatif et ça soit représentatif de votre activité quand même.
Charles. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions? Il me semble qu'il y a la première question à qui on n'a pas répondu de Linda, si je ne dis pas de Ah, je n'ai bêtises. pas vu, pardon, excuse-moi. Effectivement. Quel type de logiciel ou outil est le plus utilisé pour faire un bilan carbone? Alors, bilan carbone, c'est un outil qui est donc bilan carbone avec un petit R, c'est déposé par l'association Bilan Carbone. C'est eux qui fournissent en fait euh, des fichiers Excel, et bientôt une version Internet pour remplir les données, avoir accès aux facteurs d'émission qu'on peut aller compléter nous-mêmes avec des analyses de cycle de vie qu'on peut trouver sur les bases de données. Euh, voilà, ça c'est ce qu'on fait en France. Il y a aussi d'autres méthodologies qui existent. Euh, il y a deux autres. Euh, Green, Claire, si t'as les noms, Greenhouse Protocol, je sais plus. Un truc, Ah oui, je cherche, je reviens. j'ai un doute. Voilà. Nous, on utilise le bilan carbone parce que c'est français, parce on est dessus, mais ça correspond à la même chose. Il y a des normes aussi à respecter, par exemple pour ISO 14064 ou le bilan réglementaire. Ça aussi, le bilan carbone permet de faire des extractions vers ces reportings-là. Et concernant OpenLCA, ça c'est un logiciel libre pour faire des analyses de cycle de vie. Alors la différence entre un bilan carbone et une analyse de cycle de vie, c'est que le bilan carbone, c'est une sorte d'analyse de cycle de vie d'une entreprise ou d'un produit, mais à mono-indicateur, monocritère, le carbone, ou l'impact climatique. Pour une analyse de cycle de vie qu'on pourrait gérer sur LCA, là, c'est multicritères. Euh, et voilà. Après, il y a des outils aussi qui existent sur le marché pour le bilan carbone. Ce sont des revendeurs de solutions logicielles qui vous permettent de remplir vous-même vos informations pour obtenir après des indicateurs, des actions, etc. Donc ça existe également. Mais là aussi, je recommanderais d'être accompagné pour pouvoir remplir ces logiciels et pour pouvoir les paramétrer, ce qui n'est pas toujours évident. Et en DEMA, vous faites des bilans carbone aussi, Et nous, on fait des bilans carbone, bien sûr. Voilà, si je peux merci. me permettre. Nous, on fait des bilans carbone, bien sûr. Greenhouse Gas Protocol, voilà, tout à fait. GHG Protocol. Merci, Nicolas. Voilà. Merci beaucoup. Comme voilà, nous arrivons à la fin de ce web café. Évidemment, les échanges peuvent être continués en direct avec Charles et Claire. Vous avez ici les coordonnées de Charles et de son associé Alexandre. Vous recevrez après ce web café la présentation qui vous a été diffusée, ainsi que la vidéo, enfin l'enregistrement de cette présentation. Quant à moi, je vous invite à continuer à aller voir l'agenda des événements du pôle EMC2. Et notamment, le prochain web café aura lieu courant septembre avec une intervenante de l'entreprise Manitou sur la RSE. Voilà. Merci beaucoup, Charles et Claire. Merci de votre présence, merci de votre Merci à attention. vous. Merci à tous pour votre participation et excellente journée à tous. Merci, bonne journée. Merci, Au bonne revoir. journée. Au revoir. Merci, au revoir.